Notre mode de vie influence directement notre rapport au monde. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est notre rapport au monde qui nous dicte quel mode de vie adopter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes nomades, les gens qui bougent sans cesse d'un endroit à l'autre et qui n'ont aucun port d'attache, ont choisi de placer leur liberté et leur soif d'aventure et d'imprévu au sommet de leur liste de priorités. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des personnes nomades et je pense même que certaines caractéristiques de leur mode de vie sont adaptables à un mode de vie plus sédentaire. S'ouvrir à des nouvelles cultures, sortir de sa zone de confort, briser la routine, s'émerveiller devant la nature. C'est toutes des choses à notre portée, ça. J'ai toujours été fascinée par les globes terrestres. Une toute petite, toute minuscule réplique de notre planète. C'est là-dessus qu'on vit. C'est fou quand même. C'est comme si ça nous permettait de mesurer à quel point le monde est immense et à quel point la planète n'a pas besoin des êtres humains pour exister. Non, c'est plutôt nous qui avons besoin d'elle. Et il faut en prendre soin parce que c'est notre maison. Et à ce sujet-là, je pense que même les personnes nomades qui n'ont pas de maison seraient d'accord avec moi. Plus on s'émerveille de la nature, plus on en prend soin. Et plus on prend soin d'un endroit, plus on s'y sent chez soi. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser porter et à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mon grand-père était capitaine. Fait que depuis que je suis toute petite, là, on se fait bercer par des histoires de bateaux puis de marines marchandes. Moi, je fais des blagues, là. Je dis aux gens que je me suis comme fait brainwasher à la naissance, là. J'ai des photos de moi très jeune qui fait de la voile, tu sais, bébé, là. Puis là, mon père, il me met les mains sur, genre, le gouvernail. Puis les étés, je partais faire de la voile avec mon oncle sur le fleuve. Rendue à 17-20 ans, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis c'est là que j'ai rencontré mon copain Léandre. J'ai fait une saison dans le Grand Nord avec Léandre. Donc, on a navigué les deux ensemble pendant 5 mois dans le Grand Nord sur des cargos. Puis, c'est pendant ces 5 mois-là, on a eu une chance incroyable. Nous, on se cherchait un terrain désespérément. Mais là, on était partis tout l'été. Puis, c'est fou parce que là, ça a comme adonné que le bateau devait s'arrêter à Matane pour charger du cargo. C'est ce qui nous a permis d'avoir une autorisation du capitaine pour débarquer, venir visiter le terrain. Nous, on avait déjà notre offre d'achat de prête, puis la sœur Aléane était déjà venue visiter. Fait qu'on a été chanceux, là. L'ancien propriétaire est venu nous chercher au bateau, il nous a amenés ici. On a pu tout visiter le terrain. C'était vraiment magique, tu sais. Puis ça faisait justement 4 mois qu'on était sur un bateau au milieu de l'eau. Puis là, c'était comme on débarquait en plein automne. Le terrain était incroyable, plein de diversité d'écosystèmes, tout était en couleur, tu sais, il faisait chaud, tout était magique, là. On était comme des petits enfants, là, super excités, super émerveillés par tout. Quand on a acheté le terrain, on n'avait pas nécessairement en tête de faire une ferme atelier comme c'est maintenant, quoique c'était un peu mon rêve, mais que je pensais pas nécessairement accessible. Moi, c'est Frédéric, je suis la propriétaire de Sylvain Herbeau, une ferme atelier à Métis-sur-Mer. Je me rappelle quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais allée acheter des graines de tomates. Puis moi, dans ma famille, personne jardinait, là. C'est fou, là, j'étais jeune, puis j'étais là, puis je prenais des notes sur les vertus des plantes. J'essayais de faire germer mes plantes de tomates. Puis là, évidemment, tu sais, t'as un enfant qui plante ça, qui l'arrose 2 jours, puis qui dit « Ah, c'est plate, genre, ça marche pas, ça germe pas. » Mais tu sais, il m'aurait comme fallu quelqu'un pour les arroser pour moi, puis me dire « Hey, regarde. » Quand on a acheté le terrain, on venait profiter le plus qu'on pouvait. On campait dans une petite roulotte. Il n'y avait pas de maison, on planifiait se construire initialement.
J'ai trouvé un bain de fonte en vente usagé, puis on se faisait un feu en dessous de ça. On mettait de la neige dans le bain qu'on faisait fondre. Ça prenait toute l'après-midi. C'était comme vraiment une activité, là. La voisine en face qui vivait ici, c'était une vieille dame qui vivait seule. Elle était toujours contente de nous voir. Fait que là, quand on venait au terrain, on s'arrêtait, on venait lui parler, t'sais. Puis là, à un moment donné, ça faisait peut-être 1 an et demi qu'on la connaissait, puis on venait la voir régulièrement. Puis là, on lui a dit « Ah, ben si un jour vous voulez vendre, ben dites-le nous, on serait intéressés. » Puis finalement, malheureusement, elle a fait un AVC. Elle est décédée dans les jours qui ont suivi. Puis notre voisine, qui est sa nièce, nous a appelés. Elle nous a dit « Simone voulait que vous soyez prioritaire pour l'achat de la maison s'il lui arrivait quelque chose. » Donc, on a été vraiment chanceux, là, puis on a réussi à acheter la maison juste en face de notre terre. Ce qui a été fascinant quand on est arrivé ici, c'est d'apprendre que sur le bord de la petite rivière Métis, qui est vraiment sur le côté de la maison, bien, il y avait 3 moulins. C'est vraiment un lieu super riche en histoire, puis en plus, on sait c'est quoi le nom des gens qui vivaient ici, puis qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, apparemment que, justement, c'est eux qui livraient le lait à Métis-sur-Mer dans les grands hôtels qu'il y avait à l'époque, des légumes aussi, du petit gibier. Sylva Herbault, en fait, ça vient de la racine latine de sylvestre. Donc, sylve, qui veut dire forêt, verger, arbre. Puis herbault pour herboristerie, mais aussi tout ce qui a rapport aux herbes. Tout part de la plante. Fait que c'est vraiment nos matières premières qu'on transforme. On essaie de valoriser ce qui est local, puis de le faire découvrir aux gens, là. Quand j'étais au cégep en art, fallait qu'on aille au musée. Puis moi, je trouvais ça plate parce que c'était juste l'art européen qu'on voyait. Fait que je suis partie, je suis allée voir l'art inuit, qui était comme à une autre section complètement du musée. Puis quand je suis arrivée, puis je naviguais dans le Grand Nord, c'est complètement fou parce que le Nunavik, ben c'est au Québec, mais t'as l'impression d'être ailleurs dans le monde, là. C'est complètement différent. Puis là, tu sais, de voir des artisans qui faisaient encore ces œuvres-là, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Sur les bateaux, c'est une super belle job, là. C'était incroyable. On voyait des choses, tu sais, des icebergs. J'ai vu des ours polaires. J'ai vu toutes sortes d'affaires, surtout dans le Grand Nord. C'était vraiment impressionnant. Je dirais que quand j'étais plus jeune, le côté nomade m'appelait vraiment plus. Puis on dirait qu'en vieillissant, ben t'as comme envie de t'enraciner, t'as envie de créer des souvenirs dans un lieu, mais ça n'empêche pas que justement on puisse partir, faire des découvertes. Tu sais, je pense pas que ça s'oppose l'un à l'autre, en fait. Même notre cour arrière, c'est tellement un lieu de découverte. Des fois, on part, puis on découvre des nouveaux spots, puis on est comme « Hein, j'avais ça sur mon terrain, puis je savais même pas. » On se pince encore, là. On se sent vraiment privilégié d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis belge. J'habite à Cap-Chat, un village à côté de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Et j'y habite depuis 2 ans. Je suis assez casanier, je trouve. J'aime bien connaître l'endroit où j'habite. Là, cet été, je passe l'été en van, dans la région où j'habite. Pas par désir de voyage, mais plus par désir de me forcer ou à faire en sorte que j'ai moins le confort d'être casanier, quoi. J'ai jamais vraiment fait ça. Je sors de 2 années où je me suis beaucoup concentré sur mes projets personnels, sur mon arrivée en Gaspésie, on pourrait dire. Beaucoup de montage, donc beaucoup derrière un ordi, à écouter toutes sortes de choses. Cette année, j'ai travaillé sur un documentaire sonore sur les troubles alimentaires chez les hommes. Et pour là-dessus, suite à des expériences personnelles, c'était comme tout un cheminement assez lourd tout au long de l'année. Donc il y avait un peu de ça aussi, de m'empêcher de faire du montage, mais aussi de... Je peux faire d'autres trucs, tu sais. Je peux me libérer de ça. Je m'appelle Anatole, j'habite en Haute-Gaspésie et je suis artiste sonore et conteur.
travaille ici, à la Pointe Sec, qui est une salle de concert, et à la face B, qui est comme le bar-resto de cette salle de concert. J'ai un chien, donc elle est là, elle est dans la vanne en ce moment. Elle s'appelle Roxane. Je l'ai adoptée, elle avait 5 ans, elle s'appelait Roxy. Et je n'étais pas fan de Roxy, mais je ne me sentais pas non plus de l'appeler Nathalie, qui n'a aucun lien avec Roxy. Mais je voulais quand même garder le Rox, donc Roxane. Depuis récemment, en fait, je fais du conte. Je trouve qu'il y a quelque chose d'enfantin dans le conte. C'est accessible à toutes et tous. Il y a une liberté qui, moi, me plaît bien. Je trouve ça très politique, le conte. Tu réécris des imaginaires, quoi. On se raconte des histoires comme tout le monde, depuis tout le temps, se raconte et se transmet des histoires. On vient re-raconter ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu. Mais donc, c'est-à-dire que la parole se déforme, quoi. Tu sais, c'est le téléphone sans fil. On ne voit pas la même chose, on a d'autres images, on ne se souvient pas des mêmes choses, on oublie, on invente, consciemment ou inconsciemment. Le langage voyage, le langage se transforme. Je me suis fait raconter qu'ici en Gaspésie, avant que la 132 existe, dans chaque vallée, il y a un petit village qui sont très distincts les uns des autres. Et donc en hiver, tous ces villages se retrouvaient isolés. Il n'y avait pas de route qui reliait chaque village, chaque vallée. Et donc ça fait qu'il y a des dialectes propres à chaque vallée, alors qu'on est à 5 km de Mont-Saint-Pierre, tu sais, 5 km de Gros-Morne, puis 5, 10, 15 à chaque fois des autres villages. Il y a des dialectes propres à chaque vallée qui a commencé à se faire, quoi. Puis ça me fait penser à ça, on pourrait dire que la parole et le langage est nomade. Ça m'évoque le langage, le nomadisme. Je pense que le langage est nomade. Moi qui suis assez sédentaire, parfois je rêve de plus vagabonder, donc de me rapprocher un peu d'une forme de style de vie un peu plus nomade. Mais me connaissant, j'ai l'impression que c'est plus une attirance romantique, genre, de la chose, plus qu'une vraie façon de vivre personnelle. J'ai fait une maîtrise. La conclusion de ma maîtrise, c'était un graffiti que j'avais vu dans la rue, que j'avais pris en photo, qui disait que la seule permanence, c'est le changement. C'est un proverbe assez connu. J'essaie de me raccrocher à ça. Est-ce que vous avez été nomade jusqu'à présent? Je suis native de Montjoly. OK. Et puis, à l'âge de 11 ans, on a déménagé à Sept-Îles. Puis après ça, à 18 ans, je suis revenue dans mes racines. OK. Fait que vous êtes de retour ici Oui, depuis 1980. Est-ce que toi, dans la vie, Héloïse, t'aimerais ça être nomade? Oui. Ouais? Tu passerais ta vie à voyager? Oui, genre, vu que moi, j'aime ça travailler. Voyager, je veux dire. Et tu pourrais travailler à tous les endroits où tu c'est voyages. ça. Ouais. Bon, tiens. Vous l'avez un peu choisi, là. Non, pas du tout. OK, parfait. Ça, Donc- c'est Tchad. Tchad. Bon, Tchad. OK, Tchad. Bon. Parfait. Est-ce que vous aimeriez aller au Tchad? Ah, ben, je connais pas ce pays-là tant que ça, là, tu sais. Est-ce que vous êtes déjà allé en Afrique? Non. Non? Non. Est-ce que vous avez... En fait, j'ai pas, tu sais, moi, nous autres, mes sorties, c'est au Québec. C'est, bon, donc, les différents pays du monde, là, je peux les voir à la TV dans différents reportages, mais sinon, c'est le Québec avant tout. Ensuite, bon, on verra plus tard. J'ai plusieurs racines espagnoles, italiennes. Mon père est né en Algérie aussi, donc j'ai jamais été ancrée, justement. J'ai déménagé, je pense, au moins une trentaine de fois dans ma vie. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai compté, en fait, que j'avais déménagé 30 fois en 30 ans. Même plus de fois, 36 fois, en tout cas, j'avais fait une liste. Tu sais, j'ai vécu à Paris. Avant ça, quand j'étais plus petite, en Australie. J'ai beaucoup voyagé en Espagne. C'était stimulant, mais en même temps, un enfant, ça a besoin aussi de stabilité, puis de voir ses amis, ou tu sais, d'avoir comme un rythme. J'ai changé d'école plusieurs fois aussi. Donc, je pense que très tôt, j'ai dû développer beaucoup de capacités d'adaptation.
J'ai jamais réussi à rester plus de, je pense, 1 an à un endroit. Donc, ça a été vraiment quelque chose pour moi de me dire, OK, Johanna, t'achètes une maison, donc ça veut dire que tu vas rester là. Pour une fois dans ta vie, tu vas essayer de rester, puis de t'ancrer, de faire racine. C'était le moment de ma vie où j'avais besoin de ça, finalement. On est à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Ça va faire 5 ans que je suis installée ici. C'est un petit village de pêcheurs. Puis ici, quand même, on est une petite communauté, donc tu sais, ça permet une proximité qu'on n'a pas forcément en ville avec les gens que tu côtoies tous les jours. Tu sais, tu peux inviter ta voisine à cueillir des fleurs. J'aime cette vie-là beaucoup plus que l'indifférence citadine, mettons. Je m'appelle Johanna Moya, je suis une artiste pluridisciplinaire en art visuel et je vis présentement à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Déjà, ma grand-mère, elle adorait chanter. Elle chantait très souvent toutes sortes de chansons françaises, de l'Édith Piaf. Puis même jusqu'à très tard dans sa vie, elle se faisait laver en fait par les infirmières, puis elle chantait de l'Édith Piaf à haute voix, puis j'entendais sa voix porter, puis percer les murs. C'était quand même quelque chose. Donc je chantais quand même assez souvent avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère Vanda qui est italienne d'origine. L'âme de ma grand-mère, elle reste tout le temps en moi. Elle me porte, elle me guide. Des fois, je rêve d'elle aussi. Puis je plante des fleurs, des pivoines pour elle. C'est un petit peu parti de là aussi l'histoire du jardin, en fait. J'ai voulu vraiment comme instaurer un rituel de planter des fleurs pour elle. Toucher la terre, puis penser à ses mains aussi. Elle avait des grosses mains de fermière, bien ridées, bien en chair. Ça me permet de rester ancrée, de garder mon équilibre, de prendre soin de la terre, de mon corps. Je suis encore en train de planter des graines, ça s'arrête plus. Là. Il faut que je me limite dans ma volonté de découvrir des choses, puis ouais, j'ai comme une curiosité infinie pour cette nature qui est tellement riche. Vivre ici, ça m'a vraiment donné l'opportunité d'explorer tout un tas de pratiques artistiques que j'aurais jamais pu avoir la chance de pratiquer auparavant. Pour moi, la photographie, c'est comme une porte d'entrée vers le monde, vers les rencontres. T'es jamais la même personne avant de commencer une œuvre, puis après. Puis jardiner, c'est exactement la même chose. Tu vas arriver au jardin avec un état d'esprit, puis tu vas repartir avec quelque chose qui s'est passé en toi. C'est vraiment la première fois de ma vie où je plante quelque chose dans l'idée de l'avoir évolué à travers les années. Donc c'est très touchant. Ça m'émeut parce que je me dis, l'année prochaine, je vais être capable de voir la plante se développer différemment. Je vais l'entretenir, je vais lui donner de l'amour. Les vivaces, il y a quelque chose de très fort, là, de se dire, mon Dieu, cette plante-là, elle est née ici, elle va évoluer ici, elle va me nourrir pendant des années. C'est comme une nouvelle identité que j'essaie de construire. C'est quelque chose que je pensais jamais pouvoir faire dans ma vie. Le mot nomade, ça m'évoque la transformation puis le mouvement, en fait. Donc, qu'est-ce qui, dans le processus artistique, nous amène ailleurs, nous amène à créer? En étant immigrante aussi, je pense que c'est une problématique qui me tient à cœur aussi parce que je cherche toujours la maison. Où est la maison? Où est le sentiment de la maison? Parce que tes racines sont vraiment éparpillées. Je pense que j'essayais ou j'essaye toujours de m'ancrer, de planter des arbres, puis de les voir évoluer comme je peux me voir évoluer en fait sur le territoire. Pour moi, c'est vraiment ça la vraie richesse.